Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. 6e sommet ordinaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. L'événement ouvre ses portes ce mardi à Luanda, capitale angolaise. La paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre les extrémistes sont au cœur de ces échanges. Face à la crise pétrolière, le président algérien Abdelaziz Bouteflika remanie son gouvernement. L'équipe gouvernementale d'Abdelmalek Sellal a notamment été modifiée ce samedi au poste clé des finances et de l'énergie dans un contexte économique difficile. Au Niger, la chefferie coutumière est un élément central de la décentralisation. Le chef traditionnel allie désormais son rôle de régulateur social à celui de relais de l'administration centrale. Une double étiquette qui n'est pas toujours bien perçue par les populations. L'avenir d'une communauté au sein de laquelle vivent aujourd'hui près de 300 millions d'êtres humains discuté ce mardi en Angola. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs ouverte ce 14 juin à Luanda porte essentiellement sur la sécurité des pays de cette région. En proie à des instabilités politico-militaires depuis quelques années, l'économie et la coopération entre les pays sont fragilisées. On fait le point tout de suite avec Isolette Mirabel-Bissou. À l'heure où l'Afrique est frappée par le terrorisme et l'instabilité politique dans certains pays, les chefs d'État de la région des Grands Lacs sont en conclave depuis ce mardi 14 juin 2016 à Luanda, en Angola. L'objectif du 6e sommet de cette région est d'échanger sur les enjeux sécuritaires pour assurer la stabilité face à la crise politico-militaire grandissante. L'Afrique en général et plus particulièrement l'Afrique centrale est considérée comme une zone de tension forte et récurrente. Il y a donc cet aspect de criminalité transfrontalière, cet aspect de sécurisation également de certaines zones, dont des zones minières, parce qu'on se rend compte que dans certains pays, ce sont les zones minières qui sont beaucoup plus affectées par ces différentes crises militaires-là. Les chefs d'État envisagent d'accélérer la mise en œuvre des accords signés dans les précédentes rencontres afin de matérialiser les attentes. L'instabilité sécuritaire dans la région des Grands Lacs interpelle les instances politiques, les forces de sécurité et de défense sur l'urgence de renforcer davantage la coopération. Il faudrait que les chefs d'État puissent se prononcer, arrêter des stratégies en vue de pouvoir assurer vraiment une véritable gouvernance sécuritaire. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux dont l'enjeu géostratégique, il y a aussi l'enjeu géopolitique également. Il faut voir pourquoi il y a cette détérioration de la sécurité. C'est parce que beaucoup plus de jeunes sans emploi sont mobilisés dans diverses forces paramilitaires ou informelles. 12 pays répondent présents à cette rencontre sur les défis sécuritaires de la région des Grands Lacs. Au menu des discussions, la situation sécuritaire au Burundi, en RDC, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Plusieurs questions sont également évoquées, notamment l'examen des dossiers de candidature au poste de secrétaire exécutif de l'organisation. Les chefs d'État souhaitent, au sortir de cette rencontre de Luanda, accélérer l'action sécuritaire de la région des Grands Lacs et assurer la stabilité des populations. Nous avons la capacité de mener une guerre totale contre l'Érythrée, mais nous ne voulons pas le faire. C'est ce qu'a affirmé mardi le porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachew Reda. L'Éthiopie a prévenu son voisin érythréen qu'une guerre totale n'était pas exclue, mais qu'elle reste évitable. Rappelons que les combats que les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir déclenchés ont impliqué des tirs d'artillerie lourde de chaque côté de la frontière dimanche. Depuis les accords de paix signés en 2000, l'Éthiopie et l'Érythrée se surveillent de près le long de la frontière lourdement fortifiée où des affrontements de faible intensité sont régulièrement observés. Un nouveau gouvernement algérien face aux difficultés économiques, alors que la diminution des recettes tirées du pétrole et du gaz pèse sur les finances de l'État. Le président Abdelaziz Bouteflika a notamment remanié les ministères de l'énergie et des finances. Décryptage de cette annonce avec Paul de Singui. Le décret était attendu depuis plusieurs semaines en Algérie. Il a finalement été rendu public le 11 juin 2016, portant remaniement du gouvernement. C'est le 3e remaniement ministériel depuis la réélection du président Abdelaziz Bouteflika en 2014.
Le président Bouteflika, dans ce remaniement partiel du gouvernement, a plutôt choisi des techniciens, plus de techniciens que des politiques. Parce qu'on a par exemple un ingénieur qui s'appelle Martassim Boudief, qui va donc diriger le ministère délégué à l'économie numérique et également au nouveau système financier sous l'égide du ministère des Finances. Nous avons aussi un technicien et un enfant du secteur qui est Nourdin Boutarfa, qui était l'ancien directeur général de l'entreprise Sonalgaz, une entreprise qui assure la distribution de l'électricité et du gaz, qui va s'occuper du ministère de l'énergie, qui connaît parfaitement le secteur de l'énergie. On a un peu dépolitisé quelque peu le gouvernement dans son côté, dans son segment économique pour ramener des techniciens. Près de 10 portefeuilles sont concernés par ce remaniement ministériel. Il touche entre autres plusieurs postes clés, parmi lesquels le ministère des Finances et celui de l'énergie. Ces changements interviennent dans un contexte économique morose en Algérie. L'objectif assigné à la nouvelle équipe est donc clair, relancer l'économie algérienne touchée par la chute des cours du pétrole. Attendus, les nouveaux ministres sont attendus sur le terrain économique principalement. Il faut relancer l'appareil de production industrielle et agricole, relancer les secteurs des services, limiter les déperditions plutôt de l'argent public, limiter aussi le gaspillage, avoir une politique d'austérité à moyen et à court terme et permettre aussi une économie qui permet aussi d'avoir des postes d'emploi pour les jeunes, avoir une vision d'avenir sur la consommation d'énergie, sur la consommation de l'eau et aussi maintenir les équilibres sociaux, parce qu'il ne s'agit pas aussi d'aller dans une économie libérale où on laisse de côté les couches les plus défavorisées. Donc il y a énormément d'enjeux, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux financiers et commerciaux. Le nouveau gouvernement a également reçu pour mission de résoudre la crise que connaît le secteur de l'énergie en Algérie. Un secteur qui assure 60% du budget annuel du pays, mais qui connaît actuellement une baisse de la production et un ralentissement des investissements étrangers. Conférence de presse des avocats d'Hissène Habré. La défense de l'ancien président tchadien qui a refusé de plaider continue de marteler que les chambres africaines extraordinaires n'ont aucune légitimité. Ils avancent notamment que l'un des juges, Hamadi Diouf, ne présentait pas les conditions pour siéger. Ces derniers estiment donc que la condamnation à la prison à perpétuité est illégale et qu'Hissène Habré est en détention arbitraire. Une accusation que rejette la Cour. Pour le porte-parole des chambres africaines extraordinaires, Marcel Mendy, le juge Hamadi Diouf était au contraire tout à fait légitime pour intégrer la juridiction. Au Niger, la chefferie coutumière est un élément central de la décentralisation. Dans un contexte de développement inclusif et participatif, le chef traditionnel, au-delà de son rôle de régulateur social, est devenu un maillon de l'administration centrale. Une cohabitation d'entités qui n'est pas toujours bien perçue par les populations. Ces dernières estiment que le politique prend le dessus sur les prérogatives du chef coutumier. On fait le point avec Idelet Mirabel-Bissou. Au Niger, la chefferie coutumière est au cœur du processus de décentralisation. Après les indépendances en Afrique, la chefferie traditionnelle, même si elle est restée dans son rôle de régulateur social, a commencé à voir le politique prendre le dessus. La globalisation a peu à peu conduit à l'acculturation. Les habitudes et certains réflexes liés à la culture sont partagés entre tradition et modernité. Des années 1990 à nos jours, le statut de la chefferie a connu plusieurs évolutions au Niger, surtout avec la décentralisation. Depuis qu'on a lancé l'idée de la décentralisation, nous avons été toujours impliqués. Et pour la mise en application de ces textes, pour voir un peu ce qui se passe chez les voisins, le gouvernement nous a envoyé en mission dans les différents pays qui nous entourent. Au Niger, la décentralisation a changé les habitudes et les réflexes des chefs traditionnels. Le cadre législatif de cette réforme administrative est basé sur le transfert des pouvoirs de décision de l'État central au niveau local. Les chefs traditionnels n'accompagnent pas la décentralisation. Mais les chefs traditionnels sont progressivement en train d'être dépouillés de leurs prérogatives par la décentralisation. Les chefs, il faut qu'ils restent chefs. Parce que toutes les administrations que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent à travers des partis politiques. Donc ça veut dire que le chef, il est toujours là. Quel que soit le régime qui arrive,
il doit collaborer avec les chefs. Donc le chef, il a plutôt ici un rôle de consultatif. C'est-à-dire celui qui arrive doit le consulter parce que c'est lui qui est le dépositaire de la tradition, de la culture au niveau de la circonscription. Au Niger, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la chefferie traditionnelle a toujours joué un rôle de régulateur social. De nos jours, le chef traditionnel est partagé entre administration traditionnelle et centrale. Malgré ces nouvelles attributions, certains observateurs estiment que la chefferie traditionnelle devrait préserver son rôle de gardien de la tradition. Oussama Melouli a décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Rio du 5 au 21 août. Le nageur tunisien défendra son titre sur 10 km après avoir fini 5e du tournoi de qualification olympique dimanche à Setúbal au Portugal. Le nageur âgé de 32 ans pourrait également décider de s'aligner sur 1500 mètres en bassin, épreuve pour laquelle il a été médaillé d'or au JO de 2008 et médaillé de bronze au JO de 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite du programme sur Africa 24.